Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire Vendre dans un marché difficile, les stratégies efficaces pour les startups en 2025 avec Shannon, ravi de vous avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre dans le chat le nom de votre startup, les problèmes que vous avez ou pas en vente. Ouais, ça peut être intéressant de savoir un peu dans quel domaine est-ce que vous êtes. Et du coup, pour la présentation, je pourrais peut-être reprendre des exemples de secteurs de certains. Ravi d'avoir Shannon aujourd'hui, c'est un peu le retour de Shannon chez HubSpot. Ravi de t'avoir dans le webinaire avec nous. Shannon, on parlait avant le début de ce webinaire du fait que il y a moins d'un an, parce qu'il y a FD qui est le 17 septembre de cette année, le grand événement de France Digital où Shannon était venu avec moi, et c'est à peu près à ce moment-là que tu lançais ta chaîne TikTok, ton Instagram, ton consulting, et en moins d'un an, c'est vraiment incroyable comment tu as explosé. Donc on est très triste que tu sois plus chez HubSpot, mais super content de te voir faire des choses assez incroyables. Donc très, très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je me tais maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous sont connectés aujourd'hui pour entendre Shannon. Donc ravi de te passer la main, Shannon. Merci François. Je vais me présenter rapidement peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Shannon, j'ai 10 ans d'expérience en vente. J'ai effectivement travaillé chez HubSpot pendant plus de 3 ans sur les small business et les mid-market. Et j'étais en charge de l'intégralité du cycle de vente, donc de la construction du territoire à identifier donc quelles sont les entreprises qui pourraient être intéressées par HubSpot, à la prospection, la découverte, la négociation et bien évidemment la vente additionnelle. Donc faire grossir aussi un certain nombre de comptes. Je me suis lancée à mon compte il y a un peu moins d'un an maintenant et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les commerciaux à vendre mieux et à vendre plus grâce à la psychologie, et ça sous 2 formats: une académie de vente, donc un accompagnement de 3 mois avec du online et du coaching, et du one-one pour les entrepreneurs un peu plus avancés, où là, on va vraiment revoir un peu toute la stratégie. Donc ce que je vous partage, ce sont des choses que je partage également dans mon académie. Mais si vous avez des questions, que vous avez besoin de précision, surtout, vous n'hésitez pas. Le but, c'est aussi que ce soit interactif et pas que je sois forcément en monologue pendant cette 45 minutes, 1 heure que nous avons ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être dense. Je vous recommande fortement de prendre des notes pour que vous puissiez ensuite mettre en place les conseils que je vais vous donner. Bon pour tout le monde? On y va? N'hésitez pas à nous mettre des petits yes, yes dans le chat. Ça anime un petit peu. Génial. Et pour les questions, utilisez la fonction Q&A. On regardera les questions au fil de l'eau. On va essayer de couvrir tout ça en une demi-heure et de prendre les questions après, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. On est maintenant à 60 personnes. Il y avait 200 personnes inscrites. Donc, mettez vos questions dans le Q&A. Jules, oui, il y aura un enregistrement qui sera envoyé post-webinaire avec les gens qui n'ont pas pu se connecter aussi. Donc, pas de souci, ça sera enregistré. Yes, ce sera enregistré, mais le webinaire est bien pour pouvoir poser vos questions en live et que je puisse vous apporter une réponse personnalisée. Ok, vous voyez mon écran et mes 378 onglets ouverts. Les personnes un peu TDAH me comprendront. Je pense qu'on a des points communs. Génial. Alors, comment vendre en marché difficile? Alors, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes une start-up, effectivement, vous avez une contrainte, c'est que vous n'avez pas les mêmes moyens qu'une grosse boîte. Mais vous avez un avantage, c'est que vous êtes beaucoup plus agile. Et c'est vraiment la différence aujourd'hui entre un grand groupe et une start-up ou un entrepreneur, c'est cette agilité, c'est cette rapidité d'exécution. Donc, vous posez pas trop de questions quand le marché est un peu difficile. Moi, ce que je vous recommanderais de manière globale, c'est vraiment de mettre en place des actions que je vais vous détailler juste après, mais vraiment de réitérer, d'essayer, de changer, de switcher et vraiment d'aller le plus rapidement possible pour tester les choses qui marchent ou pas, et pas vous figer dans un truc où tout le monde vous a dit bah tiens, fais du call, c'est génial, ça marche. Oui, mais ça se prépare, ça se structure. Donc vous pouvez le faire, mais utilisez cette agilité, cette rapidité d'exécution pour essayer justement de mettre en place des actions peut-être que vos concurrents ne font pas ou que les autres entreprises ne font pas, ce qui déjà diminuera la concurrence sur le marché, parce que quand c'est difficile et qu'il y a de la concurrence, ça rend bien évidemment le marché encore plus complexe. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un marché qui est frileux. Il y a bien évidemment un contexte macro, je pense que je l'apprends à personne, des tensions géopolitiques, de l'inflation, qui crée forcément un climat d'incertitude, et on en est tous sensibles. Si vous êtes entrepreneur ou fondateur de start-up, vous aussi, vous achetez des choses au quotidien, et je pense que vous avez vous-même cette propre réflexion de vous dire, bon, bah, vu que le marché est compliqué, le contexte est compliqué, les levées de fonds à gogo, c'est terminé. Ça, c'était il y a une bonne époque, mais c'est de moins en moins le cas et c'est de plus en plus difficile. Ça crée forcément de l'incertitude et donc ça vient complexifier la décision. Plus la décision est complexe, plus le cycle de vente est rallongé.
Aujourd'hui, à partir de 2024, on a des cycles de vente qui sont 22% plus longs qu'en 2023 ou que les années précédentes. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pas parce que vous signez pas tout de suite que vous n'allez pas signer la personne. C'est juste que dans tous les cas, le cycle de vente sera un petit peu plus long et on va voir bien évidemment comment essayer de le raccourcir au maximum. Un autre point qui est important, c'est qu'on a une sursollicitation des décisionnaires à tous les niveaux. Vous n'êtes pas les seuls à faire de la prospection, vous n'êtes pas les seuls à envoyer des emails. Aujourd'hui, avec de l'IA, on peut envoyer des emails en masse à un nombre de personnes quasi infini. Donc, vous n'êtes pas les seuls à les contacter, ces décisionnaires, et il faut vraiment que vous en soyez conscient parce que dans la personnalisation de votre message, c'est ce qui va vraiment être impactant. Franchement, ne perdez pas de temps à tirer dans le tas et à envoyer un email générique à tout le monde parce que, un, ça sert à rien, deux, ça explose votre marque, et trois, ils sont sursollicités, donc vous ne vous différenciez pas du tout de la concurrence. Et il y a un dernier point qui est très important et ce qui différencie aussi pourquoi est-ce que c'était peut-être plus facile de vendre avant que maintenant, c'est aujourd'hui, on a une hyper-éducation des prospects. Avant, l'accès à l'information pour un prospect, elle était possible uniquement s'il passait par le commercial. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que vos prospects, ils posent 3 questions à ChatGPT, ils connaissent votre marché, votre concurrence, ce que vous faites, sauf qu'il va avoir accès uniquement aux informations qui sont en ligne. Donc cette hyper-éducation vient forcément complexifier certaines techniques de vente classiques. Donc on évite de prendre pour exemple le loup de Wall Street. Laetitia Fall en a fait justement un post et je suis totalement d'accord avec elle, parce que lui-même le dit, ne soyez pas greedy. Ne pensez pas qu'à votre commission si vous êtes commercial, ne pensez pas qu'au chiffre d'affaires du client parce que vous êtes vraiment en train de vous cramer sur le long terme. Et ce que je vous recommande, c'est ne soyez pas l'hamster qui court dans une roue à chercher toujours des nouveaux clients. Faites en sorte de mettre en place des actions qui vont vous servir sur le long terme. Ce sera beaucoup plus simple pour vous ensuite. Et donc, faites en sorte que cette hyper-éducation, elle soit à votre avantage. Essayez de comprendre les informations que le prospect a déjà en main pour ensuite pouvoir soit confirmer une première impression qu'il a de vous qui est positive, soit au contraire rapporter des éléments rassurants sur une première impression qu'il aurait de votre entreprise ou de vos services qui n'est pas forcément idéale. On a donc une approche à 2 niveaux. On a une approche rationnelle. Rationnelle parce que c'est terminé, hein, vous pouvez plus, on peut plus dire n'importe quoi aujourd'hui. On a accès à tout. Beaucoup en ont profité avant. Aujourd'hui, le prospect ne va pas juste acheter pour de l'émotionnel, à moins que vous vendiez comme chez Normal. Normal utilise uniquement l'émotionnel. Les magasins Normal, Action, etc., qui sont des magasins discount, eux, ils n'utilisent jamais l'aspect rationnel, principalement émotionnel, parce que le prix d'achat étant tellement bas qu'il ne nécessite pas à votre cerveau d'utiliser sa partie, ce que j'appelle le système 2, donc la partie un peu plus technique, et donc l'approche très rationnelle. Donc c'est de l'émotionnel, vous voyez un truc qui est mignon, ça coûte 2 €, c'est pas un grand risque pour vous, vous l'achetez. En général, si vous êtes là sur ce webinaire, c'est que vous êtes beaucoup plus cher que 2 €. Et donc, il y a un aspect émotionnel parce que c'est ce qui va vous différencier d'un concurrent aujourd'hui, vu que le prospect a accès à l'information, mais un aspect rationnel parce qu'on ne peut pas non plus vendre n'importe quoi à partir d'un certain budget et qu'il y a dans tous les cas un aspect rationnel qui va rentrer en jeu et qui peut potentiellement foirer la vente. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a déjà des premières questions? Pas de questions dans le Q&A. Parfait. Donc, Tout le monde est concentré. top. Concrètement, on a des freins psychologiques de vos prospects. Il faut que vous en soyez conscient, il faut que vous les identifiez parce que la manière dont vous allez poser vos questions et présenter vos offres, que ce soit au téléphone pour de la prospection ou bien même en rendez-vous de découverte, va venir être en lien avec ces 3 freins psychologiques. Le premier, c'est l'aversion au risque. Vous, moi, vos prospects, on est des êtres humains et donc on est tous sensibles aux mêmes influences qu'on a aujourd'hui sur les marchés. Et donc, l'aversion au risque, c'est de se dire, en fait, si je me trompe sur cette décision d'achat, qu'est-ce que je risque concrètement? Est-ce que je risque ma crédibilité? Est-ce que je risque mon poste si vous ciblez des dirigeants ou des responsables? Et dans le climat économique actuel, il n'y a personne qui a envie de se dire, je suis responsable d'une mauvaise décision. On n'a pas envie d'être coupable et on préfère trouver un autre coupable. Et d'ailleurs, alors désolé s'il y en a qui vendent du conseil ou qui ont vendu du conseil CBCG, mais principalement dans les très très gros cabinets de conseil, il faut savoir qu'ils ne vous embauchent pas uniquement pour vos compétences. En général, le responsable ou le directeur vous embauche parce que si jamais il y a une mauvaise décision qui est prise, c'est pas le seul coupable. Et donc c'est une motivation, c'est un frein totalement psychologique, parce que c'est là-dessus que se sont basés ces cabinets, c'est de se dire, bon bah monsieur le dirigeant, vous si vous faites une erreur, au moins vous avez diminué le risque, alors qu'il pourrait faire la recherche lui-même, mais surtout, vous avez quelqu'un sur qui taper. Ce qui est totalement irrationnel, hein, parce que si vous faites l'erreur, c'est de votre faute en soi. Le deuxième aspect, c'est la peur du changement.
L'être humain n'aime pas le changement de manière générale. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, ils vont forcément se poser la question, et si c'était pire ensuite? Là, au moins, on connaît nos problèmes, on sait comment le gérer. Le sujet, c'est qu'on a peur de changer. Et donc, le statu quo même imparfait, pour eux, représente une zone de confort psychologique. Et ça touche également les dirigeants. C'est beaucoup plus confortable de faire le dos rond, ce que les Français adorent dans les périodes de crise, que de se dire on va mettre en place des solutions pour essayer justement d'aller à contre-courant du marché. Ça, il faut en être conscient parce que dans la manière de poser vos questions, il va falloir être challengeant et se dire que vos prospects se posent ces questions-là. Le troisième aspect, c'est la paralysie décisionnelle, qui est aussi en lien avec l'aversion au risque et la peur du changement. Quand il y a trop de choix, il y a trop d'infos, trop de sollicitations, on n'arrive pas à trancher. Si vous faites un audit avec 10 prestataires différents, ça va être beaucoup plus long pour vous de prendre une décision. Si vous présentez 15 offres en même temps à votre client, ça va être beaucoup plus dur pour lui de prendre une décision. Et si tout le monde prospecte les mêmes prospects, ce même prospect va être beaucoup plus dur à signer pour tout le monde. Plus on a d'informations, plus on a de choix, plus on a de sollicitations, plus c'est difficile pour nous de choisir. Et cet exemple, il a été illustré dans un livre qui s'appelle To Sell is Human de Daniel Pink, qui expliquait et qui racontait un test qu'ils avaient fait aux États-Unis dans un supermarché où ils avaient présenté 12 choix de confiture. Donc, confiture avec 12 parfums différents, fraises, framboises, myrtilles, mûres, ananas, papaye, etc. Ils n'arrivaient pas à les vendre. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit le choix à seulement 6 parfums. Tout s'est vendu. Ça peut paraître fou, mais en fait, le fait d'avoir moins de choix a permis aux gens de plus facilement prendre une décision. Ils arrivaient tous devant les confitures, ils avaient 15 parfums différents, potentiellement qu'ils aimaient bien. Et ils ont juste décidé de dire « Non, mais c'est bon, j'ai pas envie de réfléchir ». Et cette surcharge cognitive, vos prospects en sont également sensibles. Là, je parle sur du B2C, mais ça s'adapte également au B2B. Donc, dans la manière de présenter vos offres, présentez 2 propositions. C'est ce que je vous recommande parce que du coup, en termes de questionnement, on se pose plus la question de est-ce que je prends l'option 1 ou l'option 2 plutôt que est-ce que je pars avec le client, avec le prestataire, pardon. Et cette suréducation rend forcément les prospects conscients de leur peur de se tromper. Donc, ils en sont conscients. Maintenant, vous en êtes conscient. Et là, on va voir comment est-ce qu'on gère ça et comment est-ce qu'on répond concrètement à cette paralysie, cette peur et cette aversion au risque. Mais il faut vraiment que vous le preniez en compte parce que dès le début, dès vos premiers mots, vos tonalités, votre posture, les questions que vous posez, il faut absolument qu'elles rentrent avec ces freins psychologiques, qu'elles rentrent en lien avec ces freins psychologiques parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien concrètement. Qu'est-ce que vous risquez si on ne fait rien? Quel est le coût de l'inaction? Combien d'argent vous perdez aujourd'hui? Jusque-là. Donc, c'est vraiment des questions qu'il faut anticiper pour pouvoir justement répondre à ces peurs qui sont totalement irrationnelles. Et cette paralysie décisionnelle. Bon pour vous là-dessus? Il y avait une question dans le chat, Shannon, de Valentin qui disait est-ce que tu parlais du livre et l'exemple des 12 confitures. Quels seraient les top 3 livres que tu conseillerais pour les sales? Alors, la problématique, c'est que moi, j'aime pas trop conseiller des livres. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que lire un livre, c'est trouver la solution à son problème. Un livre, c'est pas juste lire le livre, ça veut dire prendre du temps pour lire le livre, prendre des notes et mettre en place les actions qui sont données dans ce livre. Et je sais qu'à chaque fois que je conseille des livres, tout le monde dit « Ah, mais je l'ai lu ce livre. Ok, bah dis-moi les 5 choses que tu as retenues. » Et c'est les 5 choses qui sont les moins importantes du livre. Donc, si vous lisez des livres, moi, j'ai aucun sujet à vous en conseiller, mais lisez-les correctement, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ensuite, la majorité des livres prennent en compte des contextes économiques qui sont totalement différents de ceux qu'on a aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle a amené un changement qui est équivalent à celui de l'industrialisation. Donc c'est aussi important de le prendre en compte. Il y en a quelques-uns que je vous conseille pour poser les bonnes questions. C'est Challenger Sale, Matthew Dixon. Celui-là, il est vraiment bien, au moins pour poser les bonnes questions. Et il y en a un autre que je vous recommande de Jeremy Miner, c'est The New Model of Selling. Celui-là est vraiment bien parce qu'il parle énormément de l'aspect psychologique. C'est un ancien psy qui a été commercial aux États-Unis, sachant que on ne consomme pas de la même manière aux États-Unis qu'en France. Donc, il y a quand même des nuances à prendre en compte. Et To Sell is Human de Daniel Pink, parce que c'est un indémodable, je trouve. Bon pour tout le monde? Je crois que j'avais bugué, mais non, ok, super. Maintenant, il y a des opportunités, malgré la crise, et ça, il faut le prendre en compte. Le premier, c'est que l'explosion de l'IA est forcément un frein
parce que les gens ont plus accès à l'information, mais c'est une opportunité. Parce qu'il y a une nécessité absolue pour les entreprises de rester à jour sous peine de devenir obsolètes rapidement. Et ça, c'est une peur qu'on peut exploiter. Dans la paralysie de la décision et dans l'aversion au risque, on peut utiliser ça. Tous ceux qui vendent des projets avec de l'IA, les consultants ou qui ont justement de la technologie avec de l'intelligence artificielle, vous devez le prendre en compte que vos prospects ont peur du risque. Et le risque, ça peut être de se faire rattraper par un concurrent parce que lui-même a investi dans l'intelligence artificielle. Donc si vous êtes certain que vous pouvez apporter de la valeur au client et que vous savez que c'est un risque qu'il reste dans la même situation que celle qu'il est aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser cette peur du changement et cette aversion au risque à votre avantage en essayant de lui faire prendre conscience que la situation dans laquelle il est actuellement est dans tous les cas plus coûteuse et plus risquée que changer. Ça, on peut le présenter avec des tableaux, par exemple, ou faire des rendez-vous spécifiques pour ça. Moi, je l'avais fait chez HubSpot et on avait gagné un deal grâce à ça. C'était le client au téléphone qui me disait: «Oui, mais en fait, on a déjà Pipedrive et c'est vrai que, pour l'instant, c'est bien, c'est vrai que c'est pas idéal, mais c'est pas non plus, horrible et ça peut le faire». Et en fait, je lui avais posé quelques questions en lui demandant: «Mais, d'accord, mais vos concurrents principaux, je sais qu'ils utilisent Salesforce. Vous êtes sur Pipedrive. Je ne sais pas si vous voyez le delta entre, être équipé d'un Salesforce et être équipé d'un Pipedrive. Entre les 2, il y a un HubSpot qui peut concurrencer un Salesforce. Mais je vous assure qu'un Pipedrive, ça concurrence ni un HubSpot, ni un Salesforce». Et il avait peur en disant: «Oui, mais ça représente quand même un investissement et puis il faut mettre les équipes à jour. Là, au moins, les équipes savent utiliser la solution. Donc dans tous les cas, on n'en profitera pas tout de suite». Je lui ai dit: «Écoutez, si je suis capable de vous montrer par A plus B qu'actuellement, vous perdrez plus d'argent, de temps et vous prendrez plus de risques sur un tableau en quelque chose de totalement neutre et rationnel, à rester dans la solution dans laquelle vous êtes actuellement plutôt que de changer, est-ce que vous seriez prêt à reconsidérer votre décision ?» Il m'a dit oui. Et là, on a fait un tableau. Donc, on a prévu un appel avec son directeur. Et lui-même était directeur argent. C'était une grosse entreprise de 500 personnes, je crois. Et en fait, on a fait un tableau où on a calculé le temps qui a été perdu, le coût de masse salariale, ce qu'on pouvait optimiser avec HubSpot en termes d'action. Et en fait, quand on a fait le calcul, on s'est rendu compte que là, actuellement, il perdait au moins 50 000 € par mois. Et donc, à partir du moment où on avait mis la solution en place, on avait déjà rentabilisé l'année. Ça, j'ai pu l'avoir parce que j'ai montré au client que j'étais, 1, dans son camp, 2, que j'étais persuadée qu'il était en train de faire une grosse erreur, mais que je voulais vraiment l'aider, lui montrer ça par A plus B, et 3, parce que j'ai anticipé ça en lui posant des questions. Quand le prospect me disait: «Oui, nos commerciaux, ils perdent pas mal de temps sur telle chose», je lui disais: «D'accord, quand on parle de temps, on parle de combien de temps exactement? Et quelle tâche? Est-ce que vous pouvez être plus spécifique?» N'hésitez pas à creuser et à demander des spécifications à vos prospects parce que c'est là où vous avez vos billes derrière pour essayer de faire comprendre à votre prospect que sa peur du risque et son irrationalité, elle n'est pas cohérente parce que cette peur du risque, elle est réelle, mais elle n'est pas vue dans le bon sens. Clair pour vous, cette partie-là? Je sais que c'est la partie un peu technique de comment transformer la peur à son avantage. Ok. On utilise justement cela pour faire adopter nos solutions photo, vidéo, certifiées juridiquement face à la montée de l'IA générative. Exactement. Pour vraiment dire. Et en fait, du coup, dans vos discours de prospection, vous pouvez utiliser ça en disant, ça peut être tout bête, hein, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont victimes d'usurpation d'identité ou de catfishing ou de deepfake avec l'intelligence artificielle. Et c'est super important pour vous, en tant que dirigeant, de vous en préserver parce que une mauvaise réputation, ça peut se construire très rapidement. Il suffirait d'une vidéo de vous en train de faire quelque chose qui n'est pas du tout, je dirais, qui n'est pas du tout bon pour l'entreprise, et ça pourrait totalement ruiner l'entreprise. Ça, nous, on en a conscience, et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on accompagne des entreprises comme la vôtre, ou qu'on a accompagné votre concurrent, soyez le plus précis possible si vous le pouvez, qu'on a accompagné votre confrère à justement éviter de prendre ce risque. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passe si demain ça vous arrive? Là, on utilise la peur de l'inaction, l'aversion au risque, à son avantage, pour faire augmenter le niveau de conscience de votre prospect. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, votre prospect, quand il discute avec vous, il a un niveau de conscience qui est là. C'est-à-dire que lui, il n'est pas forcément conscient soit de son problème, soit de son enjeu, parce que l'enjeu et le besoin n'est pas la même chose. Donc, il est peut-être conscient de son besoin, mais pas forcément de l'enjeu, ou de son enjeu, mais pas du bon besoin. Et en plus, potentiellement, il ne sait pas quelle est la bonne solution pour répondre à cela. Votre rôle, c'est d'augmenter son niveau de conscience et donc lui dire: attention, là, on a un risque. Est-ce que vous l'avez déjà réglé? Pourquoi vous ne l'avez pas réglé? Ok,
comment est-ce qu'on peut le régler demain? Et qu'est-ce qui se passe si on ne le règle pas? Et là, on vient augmenter son niveau de conscience sur le risque, l'enjeu du problème. Exactement comme un concert de Coldplay. Très, très bon exemple. Exactement, c'est la partie teach de la méthode Challenger. Et elle est très bien, mais on va aller un cran plus loin parce qu'on va la lier avec de la psychologie. Le but, c'est pas juste de poser ces questions pour challenger, c'est de tourner ces questions pour montrer le risque. Et il y a quelque chose qu'un livre ne vous donnera jamais, c'est la tonalité. La manière de poser votre question ne vous donnera pas la même réponse. Si vous dites à un dirigeant d'une énorme boîte, vous avez déjà pensé à ce qui vous arriverait si demain, comme le fondateur de l'entreprise, je ne sais plus, Astronome, vous vous retrouviez avec votre maîtresse, nous, on protège du deepfake, je ne suis pas sûre qu'il vous accorde un rendez-vous. Il faut baisser sa tonalité et surtout montrer que vous êtes empathique là-dessus. Donc c'est vraiment, j'ai pensé à vous, monsieur Michel, parce que j'ai vu votre entreprise et ça me tient, c'est vraiment important pour nous de s'assurer que vous ne subissez pas le même résultat que Astronome. Pas forcément vous, potentiellement vos équipes. En termes de tonalité, c'est beaucoup plus posé. Donc n'oubliez pas que Challenger Sales, ça ne veut pas dire agresser son prospect ou lui rentrer dedans. Même si c'est un peu sous-entendu. En France, ça marche beaucoup moins bien. Aux États-Unis, la persévérance, elle sera valorisée. Si vous rentrez dedans dans le prospect, ils vont dire « Ah, ce mec-là, il a des balls, il est super fort. » En France, vous faites ça, c'est « Mais pour qui vous vous prenez ?» Donc faites quand même attention aux livres que vous lisez aux US parce qu'on n'a pas la même culture. C'est vraiment, vraiment à prendre en compte. Donc lisez les livres avec cette conscience. C'est pour ça qu'en général, je ne recommande pas beaucoup de livres. Déjà en français, je trouve qu'il n'y en a aucun qui fait l'affaire. Et les Américains, souvent, donnent des conseils, mais on n'est pas dans la même culture et nos dirigeants ne réfléchissent pas pareil. Deuxième point, les niches qui sont sous-équipées. Là, c'est vraiment les opportunités qu'on va avoir. Il y a des segments de marché qui sont moins concurrentiels et beaucoup plus accessibles. Je vais vous donner l'exemple des Dark Kitchen pendant le Covid, qui est quelque chose qui nous est arrivé chez HubSpot, chez Skello, je le détaillerai juste après. Mais vous avez en fait aujourd'hui des segments de marché qui sont beaucoup moins sollicités que ceux que vous sollicitez aujourd'hui. Et il ne faut pas hésiter à aller les voir parce que c'est potentiellement des secteurs sur lesquels vous pourrez avoir des meilleures opportunités que ce qui est un peu mainstream, je dirais. Troisième aspect, on a des secteurs qui sont en forte croissance. Donc au-delà des niches qui sont sous-équipées pour tous ceux qui vendent du logiciel, du consulting et qui n'ont pas accès à l'information comme les autres, les secteurs en forte croissance, aujourd'hui, c'est tout ce qui va être automatisation, services digitaux, cybersécurité, transformation numérique des PME. Ça, c'est des sujets où les entreprises vont écouter. Parce que l'intelligence artificielle permet de réduire la masse salariale. Et c'est un vrai enjeu pour les entreprises aujourd'hui. En période difficile, il y a toujours des secteurs porteurs. Et l'objectif et le défi pour vous, c'est de les identifier rapidement. Je vous donne un autre exemple qui va peut-être vous parler. Mais chez HubSpot, en mid-market, tous ceux qui faisaient leur meilleur mois vendaient à des secteurs pas sexy du tout sur le papier. HubSpot, ça a toujours été, on vend au SaaS, on vend en boîte tech, c'est des entreprises qui sont matures, qui comprennent la nécessité d'avoir un CRM. Je vous assure que mes meilleurs mois, je les ai faits quand je vendais à des entreprises du fin fond de la Creuse, qui faisaient des millions d'euros de chiffre d'affaires en vendant des boulons de voiture. C'est absolument pas sexy, c'est pas le secteur de prédilection, mais ils ont des problématiques qui sont exactement les mêmes, voire plus intenses que les boîtes tech. Et ils vont encore moins comparer parce qu'ils sont tellement pas conscients qu'ils sont à des années-lumière de leurs concurrents. C'est-à-dire qu'ils font aucun mailing, aucune relance, ils ont aucune structure marketing, leurs équipes commerciales, elles utilisent encore des Excel alors qu'ils brassent 20 millions par an. C'est des secteurs sous-exploités où quand vous leur parlez de réduire la masse salariale, là on parle de gros chiffres et donc là, le ROI de votre solution est explosif, contrairement à des boîtes SaaS qui sont, elles, suréquipées et qui vont voir votre solution un peu comme un nice to have. Donc il ne faut pas hésiter parfois à aller voir aussi des secteurs dont on ne soupçonne pas la pertinence, qui sont peut-être pas sexy, qui n'ont peut-être pas assez de gens sur LinkedIn, c'est vrai, ils vont avoir 3 ou 4 personnes, mais contactez-les. Parce que, et faites 3 recherches avec ChatGPT pour voir un petit peu leur chiffre d'affaires. Ça, c'est des informations qu'on retrouve facilement sur société.com ou autres. Ou depuis quand est-ce que l'entreprise existe. Une boîte qui existe depuis 20 ans, il y a un moment donné, elle fait de l'argent. Donc, c'est des informations auxquelles vous avez facilement accès, qui sont des niches qui sont sous-exploitées et qui sont des opportunités pour vous, mais dont vous n'avez même pas idée. Il y avait des questions peut-être ? Ouais, le manufacturing, c'est un secteur qui reste porteur en fait. Parce que dans l'intelligence artificielle, on va avoir, je sais pas, ça peut être des pièces d'ordinateur, ça peut être énormément de choses en fait.
qui sont potentiellement pertinentes pour vous. Des petites niches, en fait, qu'on ne voit pas, mais qui ont énormément d'argent. Le temps file, donc je vais essayer d'accélérer, parce que je donne quand même beaucoup de tips. On va essayer d'accélérer, parce que là, on va rentrer dans le dur. Je sais que la prospection, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Mais la prospection, on va l'enrober déjà. La prospection, c'est pas juste prendre son téléphone et envoyer des mails. La prospection, c'est les événements physiques et virtuels, ce qu'on est en train de faire là. Des conférences, des meet-ups, des webinars. Ça prend pas plus de temps à organiser que ça. Et pourtant, en termes de retour sur investissement, c'est tellement plus pertinent. Tout à l'heure, je vous parlais d'augmenter le niveau de conscience de votre prospect, qui est en lien avec la méthode Teach de Challenger Sales. Augmenter le niveau de conscience de votre prospect, vous pouvez le faire via une conférence, via un webinar. Il suffirait juste que vous, en tant que dirigeant, vous preniez la parole en parlant justement de votre expertise sur le problème. On ne vous demande pas d'être expert du secteur d'activité de votre client, on vous demande d'être expert du problème. Donc parlez du problème, parce que normalement vous le connaissez bien vu que vous avez construit une solution tout autour du problème. Parlez du problème, apportez de la valeur et commencez à apporter déjà des premières solutions à vos clients, parce que c'est comme ça qu'on crée de la confiance. Et surtout, vous avez une liste de prospects à qui vous avez déjà apporté quelque chose. Votre prospection, c'est plus du cold, c'est du chaud. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Le deuxième aspect que je vois à chaque fois que j'accompagne des entrepreneurs, et j'en accompagne une dizaine par mois, personne n'active son réseau personnel. Personne, jamais. À chaque fois, je leur dis, mais tu as un collègue dans tel secteur? Est-ce que tu connais quelqu'un? Pourquoi tu as décidé d'aller vendre à tel secteur? Est-ce que tu as des infos? Ah ben si, je connais le cousin de machin qui bosse là-dedans. Ok, du coup, tu lui as demandé une introduction avec des collègues à lui? Ah bah non, je sais pas, j'ose pas. Ok, bah laisse du business sur la table. C'est le business le plus rapide à aller chercher, qui demande 0 ressources. Utilisez votre réseau, les personnes que vous avez en premier ou second niveau sur LinkedIn, demandez des intros par des partenaires. Regardez toutes les personnes les plus proches de vous d'un point de vue business ou même d'un point de vue personnel et demandez-leur des intros. Tiens, j'ai vu que tu avais telle personne sur LinkedIn, est-ce que tu la connais? Oui, je la connais, on a travaillé ensemble dans telle industrie ou tel secteur. Ok. Est-ce que tu serais contre? Posez-la en négatif. Est-ce que tu serais contre le fait de me faire une intro? Juste pour qu'on puisse échanger. Mais c'est beaucoup plus simple pour vous d'obtenir des rendez-vous. Passez du temps à faire ça si vous n'avez pas envie de faire du call. Mais faites-le bien. La prospection, c'est générer activement son propre business. C'est pas attendre que les leads viennent tout seuls. C'est pas parce que vous créez du contenu que les leads vont venir. Il faut échanger avec les personnes, il faut activer votre réseau, il faut créer votre réseau si vous n'en avez pas avec des événements physiques et virtuels pour justement échanger avec ces personnes-là. S'ils sont froids, transformez-les en chauds. Mais vous êtes obligé de le faire. Et prospecter, c'est tout le temps, partout. Vous allez à un événement de networking, essayez de trouver, c'est ce qu'on apprend dans l'académie, c'est la golden phrase. La golden phrase, c'est expliquer en une phrase ce que vous vendez. Et il faut que cette phrase, elle génère chez la personne en face, « Ah, c'est pertinent, ça peut m'intéresser ». Donc il faut qu'elle parle du problème, et elle se situe comme ça. Qu'est-ce que vous faites? À qui vous le faites? Et quel est votre élément de différenciation? Donc si je vous donne un exemple avec moi, c'est j'aide les entrepreneurs et les commerciaux à vendre plus et mieux, ou à convertir 2 fois plus de leads grâce à la psychologie. Mon élément différenciant, c'est la psychologie. J'utilise pas des techniques pourries, j'utilise de la psychologie humaine, pure et dure. Et 10 ans d'expérience terrain. Mais 10 ans d'expérience terrain, mon concurrent, il pourrait le dire. La psychologie, il faut vraiment qu'il la maîtrise pour le dire. C'est un peu plus long, moins risqué. Spoiler alerte, ça marche très bien. Oui. Merci Jules. Ça a bien marché pour la prise de rendez-vous. Donc vraiment, la manière dont vous vendez, dont vous pitchez, peut vraiment avoir un impact considérable sur la perception que votre prospect va avoir de vous au téléphone et sa pertinence par rapport à votre service. Le ciblage intelligent, donc c'est l'exemple que je voulais vous partager. Quand on était chez Skello, je suis rentrée chez Skello pendant le Covid. Donc, je ne saurais même plus vous dire en quelle année, je crois que c'est en 2020, quelque chose comme ça, 2019 ou 2020. Je suis rentrée chez Skello pendant le Covid et notre secteur principal, c'était les restaurants. Autant vous dire que pendant le Covid, ce n'était pas la meilleure niche. On s'est réorienté très rapidement vers les dark kitchens parce qu'ils avaient des problématiques de planning, pareil, sauf qu'on n'était pas sur de la restauration traditionnelle, qui pourtant était notre secteur de prédilection. Donc vous avez aussi des niches et des sous-niches qui sont des secteurs que vous pouvez réutiliser. Et je vous donne même un autre exemple. Donc là, on a totalement switché. Mais en fait, on s'est posé la question, et c'est une question que je vous invite à vous poser pour trouver des niches sous-exploitées. C'est quel est le problème que je résous?
Et ensuite, n'hésitez pas à demander à ChatGPT si vous n'avez pas l'idée, qui sont les personnes qui ont ce problème-là? Quelles sont les typologies d'entreprises qui pourraient avoir ce problème-là? Parce que vous voyez, faire du nurturing grâce à HubSpot, toutes les boîtes ont une problématique de nurturing. Après, c'est vrai que les boîtes tech, elles vendent en général en ligne du SaaS, etc. Donc, elles vont avoir un sujet de nurturing qui va être plus important parce que ça passe beaucoup plus par le digital. Tout est fait en visio, tout est fait sur Internet. Donc, la structuration, les équipes travaillent en remote. Donc, la nécessité d'un CRM est plus forte. Cependant, si je reprends mon exemple de mon entreprise de boulons de voiture, en fait, cette entreprise-là, même si tout le monde vient au bureau, même s'ils peuvent échanger tous les jours, ce manque de structuration a un impact dans tous les cas sur leur chiffre d'affaires. Le nurturing apporte quoi? Il apporte une augmentation du chiffre d'affaires et une diminution de la perdition des clients. Et ça, l'entreprise de boulons, elle en a besoin aussi. Même si son besoin n'est pas aussi fort qu'une boîte SaaS. Ou en tout cas que sa prise de conscience n'est pas aussi forte. Donc posez-vous la question, c'est quel est le problème que je résous? Et donc, qui sont les entreprises qui sont impactées par ce problème? Et allez chercher d'autres secteurs d'activité. Pas les plus sexy. Arrêtez d'aller prospecter des boîtes du 440, parce que je vous assure que tous ceux qui le font sur les grands comptes, c'est pas forcément celles qui payent le mieux. Elles négocient de malades, elles vous demandent énormément de ressources, et en plus, elles sont ultra sollicitées. Oui, c'est des gros contrats, hein, mais pendant 2 ans, vous n'allez pas manger. Donc commencez déjà par aller chercher des petites boîtes pour essayer de faire rentrer du cash, surtout dans ces marchés difficiles. Parce que c'est les premières à couper, hein, les grosses boîtes. Et comment on structure son pitch, justement? Un pitch, il doit être rassurant. Et au téléphone, on ne doit pas avoir l'impression que vous sonnez comme n'importe quel commercial. Donc si vous voulez faire de la prospection téléphonique, aucun sujet là-dessus, relancez vos prospects par téléphone. Faites-le, mais faites-le bien. Une accroche personnalisée forte, ça donnerait « Bonjour Michel, ravi de vous avoir. Il y a 2 raisons qui me font penser qu'il faut qu'on se parle aujourd'hui. » En termes d'attitude, je le contacte comme si j'appelais un CEO et j'étais moi-même une CEO. Et pour tous ceux qui sont fondateurs et créateurs d'entreprises, gardez cette attitude-là. Arrêtez d'avoir cette posture au téléphone. Oui, bonjour, monsieur Michel. Alors, je vous contacte parce qu'on accompagne des entreprises comme la vôtre. Il en a rien à faire. À partir de ce moment-là, il sait que vous êtes en train de faire de la prospection. Il n'a qu'une envie, c'est raccrocher. Ça rapporte exactement la même sensation que quand vous avez un 01 qui vous appelle sur votre téléphone, que vous décrochez et que vous entendez « Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous contacte pour vos contrats d'électricité. » La personne, après, peut vous dire « Vous avez gagné 1 milliard d'euros, vous avez arrêté de l'écouter. » Ça, c'est le système du cerveau qui bloque. Je refuse, je n'ai pas envie. C'est comme quand vous marchez dans la rue et quelqu'un vient vous aborder. Peu importe ce qu'il va vous dire, vous êtes en mode défense. Et donc votre prospect, c'est la même chose quand vous l'appelez. Il est en mode défense. Comment on désarme ça? Il faut que dans les premières secondes, il n'ait pas l'impression que ce soit un appel de prospection. Et ça l'est pas forcément en fait. Vous êtes là pour potentiellement voir s'il peut avoir un partenariat. Vous êtes là parce que vous avez potentiellement identifié un problème et que vous souhaitez lui apporter une solution. Vous êtes le médecin qui est en train d'appeler quelqu'un pour lui dire « J'ai peut-être un médicament pour toi ». C'est ça la posture qu'il faut avoir. Et ça change tout au téléphone. Le troisième aspect, c'est lui présenter des options gagnantes. Donc, qu'est-ce qu'il a à gagner à prendre un rendez-vous avec lui, avec vous? Et arrêtez avec le « Oui, mais si vous voulez, on en discute plus en détail. Justement, je voulais vous le montrer lors d'un rendez-vous. » Il s'en fout de ce que vous voulez lui montrer. Vous n'êtes pas un enfant de 7 ans en train de faire un pestacle devant les parents. Il en a rien à faire. Il s'en fout de ce que vous voulez lui montrer. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'est-ce que je vais gagner à passer 20 minutes avec elle? Qu'est-ce que je vais gagner à passer 45 minutes avec lui en visio? Donc, au mieux, vous avez un gain immédiat en compétitivité parce que vous savez exactement ce qui se fait sur le marché sur telle problématique et donc vous êtes sûr d'avoir une longueur d'avance sur vos concurrents et ou une meilleure performance. Au pire, vous savez exactement que vous avez la meilleure solution du marché et donc ce ne sera plus du tout un problème pour vous sur les 2 prochaines années. Voilà ce qu'il a gagné à prendre 1 heure avec vous. Et pas je veux vous montrer comment on peut vous aider. Il s'en fout que vous savez faire la roue, le pestacle, il en a rien à faire. Lui, il veut qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement. Je sors de ce rendez-vous, qu'est-ce que je gagne? C'est un peu agressif, mais au moins ça reste dans les esprits. Il y a des questions par rapport à ça au niveau de l'approche? Il y a Valentin qui dit « Est-ce que tu as d'autres phrases pour démarrer au téléphone ?» Moi, c'est vraiment la posture. J'aime bien cette phrase de bonjour Michel, je suis ravie de vous avoir. Parce que là, c'est mais il essaye de me joindre, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il y a 2 raisons qui me font penser qu'il faut qu'on se parle. Donc, c'est surtout la manière dont tu vas dire les choses. C'est pas tant ce que tu dis, c'est vraiment comment tu le dis. Si au téléphone, tu appelles et que tu dis bonjour Michel, je suis ravie de vous avoir.
il y a 2 raisons qui me font penser qu'il faut qu'on se parle aujourd'hui, ou je vous appelle pour 2 raisons précises, ou pourquoi 2 raisons précises? J'explique aussi. Parce qu'il va vouloir savoir la deuxième, donc vous avez déjà gagné 15 minutes de call. Vous donnez la première, ensuite la deuxième. La première, c'est parce que j'ai vu justement que vous aviez partagé un post à tel sujet. La deuxième, c'est parce que je pense que je peux justement vous aider à régler le problème de ce post que vous avez partagé. Ou de cet article que j'ai vu sur vous. Ou de telle personne avec qui j'ai discuté dans votre entreprise. Première accroche. Deuxième accroche, c'est si vous utilisez la stratégie du bottom-up. Donc quand vous allez contacter du multidécisionnaire, ou vous vendez à des entreprises qui ont plusieurs personnes qui vont décider de la solution, ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher d'abord les équipes opérationnelles. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous donner les vraies problématiques terrain. Et donc, quand vous allez appeler tout de suite le décisionnaire potentiel et ou le manager, vous allez pouvoir arriver avec des vrais cas concrets. Et pas je pense que je peux vous aider. Parce qu'ils s'en fichent, c'est pas personnalisé. Donc, ce serait vraiment t'appelles l'opérationnel. Oui, je te contacte parce que, ou je vous contacte parce que j'ai échangé avec le responsable. Je sais qu'il y avait tel sujet, je sais que je dois le rappeler pour lui présenter, mais je voudrais être au clair sur les vraies problématiques que vous rencontrez, vous, au quotidien, les équipes opérationnelles. Du coup, j'aimerais savoir si vous seriez contre le fait de m'en dire un petit peu plus. Déjà, utiliser le négatif. C'est une phrase que j'aime beaucoup et qui fonctionne très bien. C'est « seriez-vous contre le fait qu'on en discute plus en détail ?» Seriez-vous contre le fait qu'on en parle en rendez-vous? Seriez-vous contre le fait de me donner plus d'informations? Le contre ramène au non, ramène au contrôle du prospect, et donc vous êtes beaucoup plus enclin à dire oui. Testez-le avec qui vous voulez ce soir. Vous voulez qu'on repasse votre chemise? Est-ce que tu serais contre le fait de repasser ma chemise? Est-ce que tu serais contre le fait de m'apporter le verre d'eau? Et essayez la deuxième fois, est-ce que tu veux bien me donner de l'eau, s'il te plaît? Si c'est loin de votre compagnon, je vous assure qu'il vous dit non la plupart du temps. Oh non, la flemme. Est-ce que tu serais contre le fait de me donner de l'eau? Non, je suis pas contre. Bah donc t'es pour. Ce choix binaire amène à un oui beaucoup plus facilement. Et c'est pas un truc que je vous sors comme ça. Je l'ai fait dans une entreprise du recrutement, donc un des secteurs les plus concurrentiels, là, en juin. En moyenne, ils prenaient entre 3 et 5 rendez-vous par semaine. On était 6, on a pris 41 rendez-vous en 3 heures. Une des personnes en a pris 11. En moyenne, c'était le top 3, c'était 11, 9 et 7 rendez-vous. Juste avec le « seriez-vous contre ?» C'est vraiment principalement ce qu'on a changé avec la posture. Testez-le et faites-moi des retours. Il y a une autre entreprise aussi, Carmen, qui l'a testé. Et sa SDR a dit 2 calls, 2 prises de rendez-vous. Vraiment, testez-le. Donc, en termes d'accroche, l'accroche personnalisée, c'est « ravi de vous avoir ». Vous êtes content de l'avoir au téléphone. Déjà, ça met le prospect dans une meilleure posture. Et c'est vraiment l'approche que je vous recommande le plus. Après, vous pouvez en avoir une autre, mais l'objectif, c'est d'avoir un ton qui est authentique et chaleureux. Montrer que c'est pas juste une ligne dans un Excel. Créer un intérêt immédiat. Ok, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces 2 raisons? Et ensuite, position d'égal à égal. Autre astuce que je vous recommande, celle-là, normalement, je devrais vous la faire payer. Appelez-vous monsieur, madame. Parce que les seules personnes qui s'appellent monsieur ou madame, monsieur Platard, ce sont les avocats, l'administration et les notaires. Donc, le dirigeant ou la personne au téléphone pense que vous êtes quelqu'un d'important. Bonjour Michel, monsieur Platard à l'appareil. Ravi de vous avoir. Je vous contacte pour 2 raisons. Est-ce que là, ça sonne comme un commercial? Vous pouvez pas savoir ce que j'ai à dire. Ça sonne beaucoup moins comme un commercial. Il ne s'attend peut-être pas à ce que je lui vende quelque chose. Enfin, que je lui vende pas en tout cas, mais que je lui parle d'un problème. Et la mauvaise accroche, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Tout le monde l'utilise. En 3 secondes, on vous reconnaît au téléphone. Je suis François de la société HubSpot. Nous accompagnons des entreprises comme la vôtre à structurer leur CRM. Merci, c'est gentil, on en a déjà un. L'objection aime bien naturellement. C'est robotique, c'est générique, et vous sonnez comme un sales classique. Donc en marché difficile, on évite ça. Quand le marché est super porteur, que tout va bien, que les gens ont de la thune, mais vous l'appelez même Monsieur Ploutou, je pense qu'il y a moyen qu'ils vous disent oui. C'est pas un sujet. Bien sûr que quand le marché est facile, tout le monde peut vendre, même les plus médiocres. Mais quand le marché est difficile, c'est là où on reconnaît les bons. Et les bons, ils se différencient de la concurrence. On passe à la partie gestion des objections. Je vais jamais finir. Enregistrez bien. Non. Il y avait 2 questions, Chanel. La première, c'était Kirill qui disait « Je pensais que recours à la négociation n'était pas une bonne approche commerciale. » Comment ça? Kirill, si tu veux donner un petit peu plus de contexte.
Ouais, je lis juste. Je pensais que recourir à à la négation n'était pas une bonne approche. Ah bah si. Les négations, pardon. Négation, négation. Ah, la négation, je comprenais pas. Ah mais si, mais c'est la meilleure approche. Vous ne seriez pas contre. Mais arrêtez. Celui, s'il vous plaît, j'en ai fait une vidéo. Celui qui vous a dit qu'il fallait que le prospect dise 3 fois oui pour signer est un menteur. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Vous voyez, votre prospect, c'est mentaliste ou quoi? Oui, 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 oui. Donc le troisième, c'est oui, je signe. Mais c'est fini ça. Le prospect, il a besoin de contrôle, il a accès à l'information. Donc il faut qu'il ait l'impression que ce soit lui qui prenne la décision. Je vous assure que vous ne seriez pas contre. Testez-le, s'il vous plaît. Et tout ce que je vous demande, c'est de m'envoyer un message. Parce que je sais que ça convertit 90% du temps. Je suis pas en train de parler de 30, de 40, de 90% du temps. Tous mes élèves à l'académie le testent. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit ça marchait pas. Pas un seul. Ils m'ont tous dit ça marche du feu de Dieu. Le oui fonctionne aussi. Alors, franchement, moi, je le vois. Faire dire 3 fois oui au prospect en espérant que le 4e, il soit oui, ok. Mais 50% du temps, le prospect, il vous dit oui, oui, puis il vous ghost. Et là, tout ce que vous avez gagné, c'est qu'il n'a pas envie de vous vexer. Alors qu'avec le non, vous allez chercher les vraies réponses et les vraies objections. Ouais, avec un oui, c'est très vite un no-show. Hein. C'est oui, 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 bien sûr, oui, 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 oui. Oui, oui, ça veut dire laisse-moi tranquille, je veux plus jamais te parler. Je continue sur les objections, comme ça on aura un peu de temps pour les questions-réponses. Les objections, ça se gère avec ce qu'on appelle le reframing. Là, je vous donne juste un petit aperçu. Dans l'académie, en général, on gère ça beaucoup plus en profondeur. Une objection, c'est pas un refus, c'est une perception subjective du prospect. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est pas contre vous, c'est le prospect a une perception, sa propre perception fait qu'il n'a pas envie. Et c'est pas contre vous. 3 principes. On creuse pour comprendre le vrai frein. Le vrai frein, 90% des objections sont émotionnelles, elles ne sont pas rationnelles pour la majorité d'entre elles, et surtout, c'est pas la vraie objection, c'est beaucoup de fois un écran de fumée. On questionne intelligemment pour justement comprendre les motivations profondes, et surtout, on recadre la conversation sur la valeur et pas sur le coût. Je l'ai fait hier dans un appel. Je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait. J'ai une de mes coachées, parce que c'est moi qui fais mes appels de vente. J'ai une prospecte qui me contacte et qui me dit voilà, j'aimerais rejoindre l'académie, etc. Je lui donne le prix. Elle me dit c'est vrai que c'est quand même un investissement, etc. Du coup, je lui pose cette question. Je lui dis mais j'ai une question. Je vous donne le prix de l'académie. 3 250 € aujourd'hui. Tu mets combien de temps à les faire? Tu m'as dit que tu vendais à 1 200 € par jour. Donc, en gros, on parle de 3 jours de travail. Ça veut dire qu'il te faudrait un client de 3 jours pour rentabiliser l'accompagnement. Ah oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Reframing. J'ai recadré. Je lui ai remis avec une perspective qui était cohérente. C'est pas un investissement, c'est 3 jours de travail en fait. Voilà ce que ça te coûte, 3 jours de travail. Pour des compétences. Ok, un je n'ai pas le temps ou un simple je ne suis pas intéressée au téléphone. Je ne suis pas intéressée. Alors, j'ai pas le temps et je ne suis pas intéressée, je les traite de la même manière. Je reframe et je recadre. Donc, c'est juste pour bien comprendre. Vous n'avez pas le temps maintenant pour qu'on échange ou vous n'avez pas le temps pour régler ce problème du tout. Parce qu'à la base, je l'appelle pour résoudre un problème. Vous n'avez pas le temps pour optimiser votre CRM, améliorer votre CRM, ou vous n'avez pas le temps pour qu'on échange maintenant. C'est pas la même chose. Ah ben j'ai pas le temps pour qu'on échange. Ok, je comprends. Je vous rappelle, alors pour éviter qu'on se court après, on peut, si vous le souhaitez, se rappeler demain vers 15h si vous êtes un peu plus disponible. J'ai un petit créneau. Montrez aussi que vous n'êtes pas non plus ultra dispo. Je ne suis pas intéressée. Même question. Vous n'êtes pas intéressé par régler ce problème ou vous n'êtes pas intéressé par ce que je viens de vous dire? C'est pas la même chose. Je fais pas des assumptions, je creuse, je recadre. C'est quoi? On parle de quoi là exactement? C'est quoi ton référentiel dans ta tête? J'espère que ça t'aide, Théodore. J'attends vos retours, je sais que ça peut être long, mais c'est vraiment ça. On parle de quoi exactement? T'es pas intéressé par maintenant, t'es pas intéressé par le problème en question, etc. Donc il faut vraiment creuser, et là ça vous permettra déjà de savoir de quoi on parle. Non, mais je suis pas intéressée par vos services. D'accord. Ok. Donc c'est ce que j'ai dit qui fait que vous n'êtes pas intéressé. Mais ce problème, c'est toujours un sujet pour vous. Ok. Si je vous donne un peu plus d'infos sur comment résoudre ce problème, et que je vous rappelle dans 2 semaines, le temps de peut-être creuser un peu plus en détail, est-ce que vous seriez contre ça?
Pareil, de toute façon, le je suis pas intéressé, ça sert à rien de ressortir votre pitch, vous n'allez pas sortir une phrase miracle qui va faire ah si, c'est bon en fait, je suis intéressé. S'il a dit je suis pas intéressé, il est fermé. Donc essayez de détourner la chose parce que dans tous les cas, vous allez vous le prendre le raccrochage du nez. Au moins, essayez de sauver un peu les meubles. Je vous donne un exemple. L'objectif, c'est. Alors, ça, c'est plutôt en rendez-vous de découverte parce que les objections que tu m'as données, Théodore, c'était plus sur du call-call. C'est reconnaître l'objection. Alors, je comprends tout à fait votre préoccupation concernant l'investissement et c'est légitime. Donc, c'est vraiment ce que je dis. C'est normal, je comprends, c'est un investissement, c'est important. Petite question. Déjà, si on met de côté le prix, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher, toi, de démarrer avec l'académie? Bah, franchement, rien. Ça correspond exactement à ce que je voulais. C'est vraiment juste un sujet pécunier d'argent. Ok, je comprends. Pourquoi, du coup? Pourquoi est-ce que tu voudrais aller dans l'académie? Bah, parce que ça pourrait m'aider là-dessus, là-dessus, là-dessus. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ça? Bah, c'est sûr que si je vends mieux, bah, je ferai plus de chiffre d'affaires, etc. D'accord. Donc, si on regarde un peu le sujet de l'investissement, est-ce que tu penses que l'investissement, c'est un symptôme ou c'est une conséquence du problème? Et là, en général, les gens me disent c'est-à-dire, j'ai pas compris. Ok. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, c'est parce que tu manques de compétences pour en générer plus? Ou est-ce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, c'est juste parce que tu n'as pas l'argent selon toi? Ah non, mais c'est parce que de toute façon, là, je l'ai pas sur moi. D'accord. Si tu avais les compétences, tu pourrais en générer plus. Et là, je pars sur le OK. Donc, du coup, ça représente combien de jours de travail? OK, 3 jours. 3 jours à compétences aujourd'hui. Donc, demain, si tu as plus de compétences, c'est plus 3 jours de travail, c'est une demi-journée. Donc là, tu es en train de me dire que tu veux pas augmenter tes compétences pour réduire ton temps de travail de 2 jours pour générer le même argent. Beaucoup, beaucoup plus cohérent pour la personne. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Bah oui. La confiance, elle vient par les actions. L'argent, il vient par les compétences. Plus tu es compétent, plus tu génères de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, c'est parce que tu manques de compétences. Logique. Faut vraiment que le prospect se rende compte que c'est pas une question d'investissement. Tu n'es pas en train d'acheter. Tu es en train d'investir sur quelque chose qui va t'en rapporter plus demain. Mais il faut qu'il l'image, il faut qu'il le voit. C'est votre rôle que de recadrer l'objection pour qu'il le comprenne et qu'il le prenne en compte. Les canaux à ROI rapide, le call calling ciblé sur les décideurs précis, ça marche très bien, mais il faut encore une fois bien le faire avec l'approche que je vous ai donnée. Les séquences personnalisées, faites des choses personnalisées s'il vous plaît. Aujourd'hui avec de l'IA, il y a zéro excuse. J'en ai fait une vidéo aujourd'hui, arrêtez avec vos messages génériques s'il vous plaît. Vraiment tout le monde, personne... Je ne sais même pas si vous avez des retours de ça parce que tout le monde n'en peut plus de ça. Les événements physiques et informels, franchement, appelez une liste de personnes et dites-leur « J'ai pensé à vous parce qu'on organise un petit déjeuner sur tel sujet et je sais que vous êtes expert de ce sujet, on aimerait beaucoup vous inviter. » Les décideurs vont être flattés d'être invités. Aujourd'hui, ils adorent ça. Et un truc tout bête, hein, vous avez tous une caméra. Moi, j'ai une caméra G-Pocket, ça coûte 700 €. Si vous êtes chef d'entreprise, vous le mettez sur votre boîte, vous en faites un contenu, vous le postez sur les réseaux sociaux, vous faites venir n'importe quel décideur. Juste parce que vous apportez de la visibilité et une vidéo à quelqu'un. Utilisez des actions, ce qui marche aujourd'hui, le personal branding, c'est quelque chose que les gens veulent. Apportez-leur si vous le pouvez. Dites-leur, voilà, on organise un petit déjeuner qu'on va filmer, qu'on va repartager sur les réseaux sociaux, ça fera de la visibilité pour votre boîte, et en échange, vous êtes OK de parler de tel sujet. Et là, vous avez accès à un décideur pendant plus de 3 heures. Votre pitch, c'est pas le même. Il y a plein de solutions d'avoir accès aux personnes. N'utilisez pas les classiques, soyez un peu plus créatifs. Et ce sont des leviers justement qui sont négligés, l'introduction qualifiée, les opportunités, l'activation de réseau. Demander une intro pour l'inviter à un événement. C'est plus simple que demander une intro pour lui vendre un service. Je vous ai mis un petit plan d'action, je vous enverrai les slides, vous pourrez le regarder. Le plan d'action en 4 semaines, c'est cette semaine. Là, dès maintenant, vous pouvez le faire. Vous identifiez 2-3 niches qui sont porteuses. Là-dessus, vous listez 20 prospects qui sont idéaux. Okay ? Vous faites une recherche sur ces 20 prospects ultra spécifiques. Vous analysez les entreprises qui sont en forte croissance. Ça vous permettra aussi de chercher les niches. Okay ? Deuxième semaine, vous créez un lancement de séquence personnalisée. Vous pouvez faire l'email via HubSpot ou Lemlist, LinkedIn avec Lemlist et des messages LinkedIn ciblés. S'il vous plaît, ciblés. Passez une semaine à construire vos messages. Troisième semaine, relance stratégique, invitation à un événement physique. Des appels ciblés aux plus intéressés, aux gens qui ont ouvert votre mail. Ça, vous pouvez le voir avec HubSpot. Vous avez une fonctionnalité pour ça. Organisation de petits déjeuners sur une thématique. Franchement, un petit déjeuner dans une boulangerie, ça va vous coûter pas plus de 20 balles. Si vous faites venir 5 ou 6 personnes. Et si vous les appelez personnellement pour les inviter, les gens ont beaucoup plus de mal à refuser une invitation que de refuser un rendez-vous de vente. Et ensuite, la 4e semaine, vous animez un événement physique informel avec les prospects ciblés justement qui ont peut-être dit non, parce que les gens vont dire non peut-être à la première invitation, mais ils n'oseront pas dire non à la deuxième. Autre technique.
Ah, vous pouvez pas venir à cet événement? Ok, pas de souci. Vous l'appelez une semaine après. Oui, je vous recontacte parce que comme vous m'aviez dit que vous n'étiez pas dispo sur cette semaine, on organise un deuxième et j'aimerais vraiment vous avoir. Bon, ok, je vais venir. C'est facile de refuser une invitation une fois, c'est plus difficile de la refuser 2 fois. Budget minimal, impact relationnel fort et surtout un suivi immédiat post-événement. Là, à la fin de l'événement, on rappelle, on a pensé à vous, on a discuté de ça et pendant l'événement, essayez de trouver des sujets qui vont tourner autour du problème. Vous aurez plus d'informations, c'est un mini rendez-vous de découverte. Je vous assure que quand vous appelez pour présenter la solution, vous pouvez même prendre le rendez-vous sur place, ça passe beaucoup mieux. Et là, en 1 mois, vous avez déjà une liste de prospects, pas chauds, mais brûlants, qui vous connaissent et qui vous font confiance. Parce que la confiance, vous l'avez créée à travers l'événement et vous avez créé le biais de réciprocité. 4 semaines, il y en a pour 50 € de la mise en place de cette action. 50 €. Qu'il faut retenir du coup, et après on terminera, et il restera, je peux rester 10 petites minutes pour les questions-réponses, c'est 1, marché difficile, ça veut dire vendre autrement et avec plus d'intelligence émotionnelle. On essaye de prospecter constamment partout, pas uniquement via les canaux téléphone, mail. Donc c'est vraiment, il faut qu'on entende parler de nous. Il y a une notion psychologique, votre pitch doit être rassurant, ne sonnez pas comme un commercial lambda. Gérez les objections en les recadrant. C'est quoi le problème, c'est quoi le symptôme? Vous êtes le médecin qui a le médicament, qui va le donner au prospect, qui lui a un problème qui le rend malade. C'est ça la posture. Et enfin, prioriser des tactiques simples. Ce que je viens de vous donner, c'est simple. Ça coûte rien du tout. Et ça peut apporter des résultats beaucoup plus importants que vous faire 4 sessions de cold call qui vont juste vous faire détester la prospection parce que vous avez la mauvaise approche, parce que vous n'arrivez pas à avoir les personnes au téléphone et qu'aujourd'hui, vous appelez 100 personnes, il y en a 20 qui décrochent. Et vous prenez un rendez-vous avec 5 d'entre eux si vous êtes OK. Voilà. Des questions? Je vous ai mis ici tous mes réseaux si vous voulez regarder. Dans mes chaînes YouTube, je parle beaucoup de ça, donc c'est vraiment du contenu gratuit. Et je suis également en podcast Spotify, donc toutes les vidéos YouTube sont disponibles en audio sur Spotify. Super, merci beaucoup, Shannon, c'est super intéressant. Plein de super commentaires dans le chat. Peut-être je te les lis pendant que tu bois un verre d'eau parce que tu as parlé longtemps. Je vais commencer par Nadir qui dit: est-ce que tu utilises des outils type LinkedIn Sales Navigator pour savoir qui appeler à quel moment? Est-ce que tu as une checklist du type d'informations à recueillir sur le prospect de l'entreprise en amont de l'appel? Alors, j'utilise Lemlist, moi, pour aller choper les numéros de téléphone et donc pour les appeler. Et oui, j'ai une checklist, c'est quelle est l'info que je peux trouver sur Internet en lien avec son besoin. Donc, si vous voulez regrouper, Dharmesh de HubSpot a fait un outil qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Market Research et c'est sur agent.ai. Et là, si vous mettez le nom de l'entreprise, vous retrouvez toutes les infos qu'on retrouve sur Internet sur cette entreprise. Vous pouvez le faire aussi avec Perplexity. Et franchement, utilisez les outils d'IA pour déjà regarder un peu l'actualité de la boîte. En fonction de l'actualité de la boîte, faites le lien avec le problème que vous résolvez. Ça, c'est la première chose. La deuxième checklist, c'est qui sont les entreprises que j'ai dans son secteur d'activité et ou dans son secteur géographique. Ne sous-estimez pas ça. C'est pas parce que vous avez vendu à un pressing et qu'à côté, c'est une boîte tech. Si elles sont à 1 mètre les unes des autres, en fait, elles se connaissent. C'est fou, mais ça crée un biais de familiarité. Donc, utilisez-le. Donc ça, c'est est-ce que j'ai pas des entreprises, des personnes en commun, etc., que je peux utiliser comme bris de glace. Et enfin, troisième aspect, c'est qui sont les personnes qui subissent le problème et pas celles qui prennent la décision. Et c'est pas la même chose. Parce que du coup, mon but, c'est aussi d'aller chercher les personnes qui subissent le problème. Parce que quand je vais appeler le décisionnaire, je vais tout de suite dire, bon, bah, j'ai discuté avec Michel, elle, voilà son quotidien, voilà pourquoi elle aimerait que ça change. Et voilà comment on peut l'aider. C'est beaucoup plus personnalisé. En gros, la checklist. Merci, Jeanne. Question de David. Est-ce que tu as des conseils pour répondre à l'objection quand on te dit on utilise déjà un outil logiciel X et on est pleinement satisfait? Qu'est-ce que tu faisais chez HubSpot quand les gens te disaient on utilise Pipedrive, on est très content, on utilise un fichier Excel, on est très content? Comment je suis ravie. Je suis contente que vous n'utilisez plus des feuilles et du stylo. C'est quand même pas très bon pour la planète. Première chose, je désarme. J'utilise de l'humour. C'est tout bête, mais ça marche. Et ensuite, deuxième chose, c'est par curiosité, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous êtes satisfait justement de votre solution actuelle? Les Français ne disent jamais 10. On est des aigris au plus haut point. Ils disent toujours 8. Je dis OK, qu'est-ce qui vous manque pour les 2 points en plus? Ah bah, et là tu commences à chercher le problème. D'accord, si je vous montre qu'on peut garder le 7 que vous m'avez donné, mais que je peux vous apporter les 3, est-ce que vous seriez contre le fait qu'on challenge ça? Au pire, vous savez que votre 7 finalement sur un marché actuel, il vaut peut-être un 9. Au mieux, vous avez trouvé une solution qui vaut plutôt un 10. Parce que identity framing, je sais que vous, monsieur Michel, vous n'êtes pas quelqu'un qui se contente d'un 7. C'est pour ça aujourd'hui que sur votre secteur d'activité,
Vu les avis clients que vous avez, vous visez un 10. On peut commencer par les outils aussi. Boum. Voilà comment Ouais. le rendez-vous quand je faisais ça d'ailleurs. Tout le temps, je l'obtenais. Et il venait, il venait au moins pour voir. Question de Valentin, est-ce que Lemlist est mieux que Casper? Oui, je trouve. Je trouve parce que tu peux automatiquement avec HubSpot faire de la lead gen. Donc en fait, tu vas sur ta liste HubSpot et ça va automatiquement te chercher toutes les personnes de la boîte depuis la liste et ça va te créer les contacts dans HubSpot et les contacts surtout avec les numéros de téléphone, les emails et le LinkedIn connecté. Et tu as les messages LinkedIn qui remontent dans ton HubSpot. Donc en fait, tu peux tout gérer depuis HubSpot avec Lemlist sans avoir besoin de changer 1000 fois d'outils. Nous, on a utilisé Casper, c'est bien pour des numéros de téléphone, mais à chaque fois, il faut cliquer sur le profil, machin, c'est une perte de temps. Au final, tu mets 3 heures à appeler 10 personnes. Donc je trouve qu'elle est plus pour ça. Spoiler, on fera sans doute un webinaire très prochainement avec Lemlist. Il y avait pas mal de questions autour des questions que tu posais, que tu seriez-vous contre, donc de commencer par un négatif et de le faire un double négatif. Est-ce que ça marche aussi pour les messages écrits et est-ce que ça marche aussi en anglais? Le contre? Oui, seriez-vous contre? Est-ce que ça marche si tu écris dans ta mail ou en anglais aussi? La formule marche bien aussi? Ouais, il marche tellement bien qu'on me l'utilise quand on me prospecte maintenant. Parce que je l'ai dit aussi dans un podcast et du coup maintenant on me dit est-ce que tu serais contre un échange? Et je me dis j'avoue que même à moi ça me fait l'effet de j'ai pas envie de lui dire que je suis contre parce que j'ai l'impression d'être une mauvaise personne. Du coup je réponds pas. Quand c'est pas intéressant, je précise. Question de Jules, quelles sont tes astuces pour closer quand tu es 2 fois plus cher que le reste du marché? Bah, vous imaginez bien que notre CEO s'est pas dit venez on crée un produit le même mais juste plus cher. C'est qu'on a bien des raisons. Donc c'est est-ce que vous voulez voir déjà ce qui se fait peut-être de mieux et qui peut vous apporter plus de valeur? C'est désarmer le prospect. Quand le prospect me dit attends moi nous on est 2 fois plus cher. Je dis bah oui c'est normal. Moi je préfère vous le dire on est 2 fois plus cher. Si vous cherchez une solution pas chère on n'est pas les bonnes personnes pour vous. Donc ça en général je le désarme dès le rendez-vous de découverte. Dès la découverte, à la fin, je dis quel type de solution, pourquoi, machin, pourquoi vous voudriez plutôt aller vers ce type de solution et pas un autre. HubSpot, on était aussi cher que Salesforce et il y a plein de gens qui étaient surpris de ça. Ils disaient mais je pensais que vous étiez moins cher. Mais pourquoi? Pourquoi on serait moins cher? Bah je sais pas, ils sont leaders. D'accord. Donc les leaders sont censés être plus chers. Ça n'a pas de sens. C'est une question de solution. Donc la question c'est pourquoi à votre avis on est plus cher? Donc c'est vraiment ça. Moi, j'hésite pas à le dire. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait justifier le fait qu'on soit à ce prix-là? Alors là, c'est vrai que vous avez un meilleur service client. C'est vrai que en termes d'implémentation, vous êtes un peu moins cher, machin. Bah, du coup, vous comprenez pourquoi on est plus cher. Je le fais verbaliser au prospect, tout simplement. Je prends encore 2 questions. Question de Greg qui demande est-ce que quand tu travaillais chez HubSpot, tu travaillais beaucoup avec des partenaires? J'ai l'impression que ça marche bien en SaaS car ils ont bien souvent une meilleure connaissance des clients. Oui, bien sûr. Je travaillais très souvent avec des partenaires. Je les utilisais aussi très bien pour donner plus d'informations. Je disais, justement, je pourrais aussi vous présenter un de nos partenaires qui a implémenté le CRM chez telle entreprise et qui pourra peut-être vous donner un peu de détails sur les processus. Eux, c'est vraiment leur expertise. Leur but, c'est pas juste de mettre en place la solution. C'est pas des freelances. C'est vraiment des agences stratégiques qui viennent vous aider à penser le CRM comme il devrait être pensé pour vous permettre d'être plus productif. Ils l'ont fait chez votre confrère, donc ça vous permettra aussi peut-être de bénéficier de bonnes pratiques qu'ils ont sur votre secteur d'activité. Je le transforme comme un avantage. Ça se transforme en audit et c'est plus un rendez-vous de vente. Très clair. Et dernière question de Marianne qui demande comment réponds-tu à un prospect qui dit être agacé d'être sollicité quotidiennement par tes concurrents et qui préfère donc ne rencontrer personne? Je comprends totalement. C'est jamais facile d'être sollicité, mais ça montre que votre entreprise est attractive. Par curiosité, vos commerciaux, est-ce qu'ils prospectent de leur côté? Moi, j'ai déjà des directeurs commerciaux qui me disent j'en ai marre de me faire prospecter. Je dis mais il me semble que vous avez des équipes. Ils prospectent. D'accord. Donc vous êtes OK pour qu'ils prospectent les gens, mais vous voulez pas être prospecté. Et question de Valentin, comment faire de la prospection conjointement avec des partenaires? J'ai l'impression que c'est difficile car ils pitchent rarement ta boîte, mais surtout leur cabinet. Moi, ce que je leur propose, c'est de faites un petit point d'1 heure avec le partenaire. Listez les personnes que vous allez contacter. Pourquoi? Et ce que je vous recommande de faire, c'est potentiellement préparer un pitch commun autour du problème. Vous dites pas ah non mais t'inquiète, je sais quoi dire au téléphone. Non, on va écrire ce que tu vas dire au téléphone.
Parce que moi, ça va me permettre de savoir ce que toi, tu dis. Et donc, potentiellement, si on appelle les mêmes comptes et qu'on fait de la coprospection, je vais savoir que toi, tu as appelé et je peux savoir ce que tu as dit. Et on va gagner du temps. Donc, je te demande pas de m'écrire mot pour mot ce que tu dis en termes de script. Je te demande juste de mettre des bullet points sur lesquels on est d'accord de la manière de formuler la résolution du problème. C'est tout. Quelle question clé pour recruter des commerciaux? Pour recruter des bons commerciaux, il faut vraiment leur demander, OK, là, demain, tu dois aller prospecter un nouveau secteur d'activité, comment tu t'y prends? Et essayer de comprendre leur logique. Un commercial qui est pas précis, c'est un commercial qui est pas forcément très bon parce que c'est un commercial qui est éparpillé. S'il donne pas de points précis en disant bah, je vais faire une liste globale de X personnes, sur ces X personnes, je vais en contacter tant, etc. Ça veut dire qu'il a aucune organisation et qu'il n'a pas imaginé, en tout cas, aller démarcher un secteur d'activité. Et donc le problème, c'est qu'en termes de prospection, si vous lui donnez pas une liste, si vous lui donnez pas tout prêt, il le fera pas. Il fera peut-être l'effort, mais c'est un point à prendre en compte parce que est-ce que vous cherchez quelqu'un qui va tout construire pour vous, donc qui va construire son propre territoire, etc., comme osait chez HubSpot, ou vous allez mettre à disposition tous les outils et donc le commercial aura juste à appeler, faire, etc. Ça dépend juste de ces deux aspects. Super. Merci Shannon. Et encore un grand merci pour ton temps. Je sais que tu es en vacances. On était parti sur 30 minutes. On a fait plus d'une heure, ce qui est bon signe. C'est qu'il y a beaucoup de questions et qu'il y a un grand intérêt. Donc un grand merci. C'est toujours un plaisir de retravailler avec toi. Pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui ne sont pas connectés, on enverra l'enregistrement par email, donc pas de souci sur ça. Shannon me partagera aussi, et je le mettrai dans l'email de recap, un lien si vous voulez entrer en contact avec elle, lui poser des questions. Il y aura un lien spécifique pour vous. Et je vous enverrai aussi pas mal d'autres événements que HubSpot fait à la rentrée pour les startups, des rencontres entre startups et investisseurs, des rencontres au Village Bas Crédit Agricole de Paris, plein de choses qu'on fait pour les startups à la rentrée, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces événements. Un grand merci. Shannon, N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou Instagram ou autre si ça vous a plu, à me faire vos feedbacks aussi, peut-être. Et s'il y en a qui veulent échanger sur l'académie, n'hésitez pas à me contacter ou pour le one-one aussi, parce qu'en général, les founders, c'est du one-one. un grand merci à tout le monde. Et Greg demande, est-ce que tu partageras ta présentation? Oui, j'enverrai la présentation, vous pouvez la récupérer. Parfait. On enverra tout ça. Merci à tout le monde. Un grand merci encore, Shannon. À très bientôt et profite bien de tes vacances. Bye bye.